à toutes et à tous et bienvenue sur François pour un nouveau débriefing. Aujourd'hui, nous recevons Rodolphe Baquet. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes rédacteur en chef de la newsletter Alternative Bien-être. Vous êtes aussi éditeur, mais aujourd'hui, vous êtes ici avec nous pour parler de la pétition que vous avez lancée il y a quelques jours, la pétition non au pass vaccinal, et qui a déjà fait beaucoup de bruit parce qu'elle vient de dépasser les 820 000 signatures à l'heure où je vous parle. Pourquoi cette pétition ? Alors, pourquoi cette pétition? Il y a une raison très simple. Il y a déjà une raison, j'ai envie de dire, de cœur citoyenne. C'est que moi, j'étais, comme beaucoup de Français, devant mon écran le 17 décembre, quand Jean Castex a fait ses annonces de transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. J'ai d'abord été sidéré, que ce soit pour des raisons scientifiques et pour des raisons justement citoyennes. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement rassemblé tous mes arguments que j'ai mis dans cette pétition qui est partie un petit peu toute seule, qui était très, très spontanée, que j'ai mise en ligne quelques jours plus tard. C'était mardi la semaine dernière, donc c'était il y a exactement 8 jours. Et vous voyez, en 8 jours, on a dépassé les 800 000 signatures. Ça représente plus de 100 000 signatures par jour. C'est considérable. Et, et c'est la preuve qu'il y a une colère, en fait, qui est en train de monter, qui était probablement très renfermée, je pense, chez beaucoup de citoyens, et qui là est en train véritablement d'émerger. On en a vu passer quand même ces derniers mois des pétitions. On en a vu passer au moment du pass sanitaire, de l'application du pass sanitaire. On en a vu pour la vaccination des enfants. On en a vu pour la vaccination obligatoire aussi, même si ce n'était pas encore annoncé. Elles, Certaines ont fait plus ou moins de bruit, euh, sans jamais égaler la vôtre quand même. Pourquoi selon vous, la vôtre a pris une telle importance en si peu de temps? Qu'est-ce qui est votre argument différenciant à votre avis? Alors, vous dites la mienne, mais c'est la nôtre. Et quand je dis la nôtre, je vous inclus dedans, parce que c'est vraiment un texte qui s'adresse à chaque citoyen français, qu'il soit vacciné ou non vacciné d'ailleurs. Et c'est très, très important de le souligner. Pourquoi celle-ci a remporté plus d'audience ou d'adhésion que les autres? Je pense que c'est parce que la plupart des gens ont conscience qu'avec ce projet de loi, nous atteignons un point de non-retour. C'est-à-dire que depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement agit petit à petit, petit pas par petit pas, il grimpe un échelon l'un après l'autre, etc. Et là, on arrive à un moment où on sent, je pense, et c'est très clair d'ailleurs dans le texte du projet de loi, qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Mm. C'est-à-dire que même le pass sanitaire, dans sa première version, rappelez-vous, c'était inscrit dans la loi qu'il serait temporaire. La date d'origine, c'était limité au 15 novembre. Quelques semaines plus tard, c'était, je crois, avant même la rentrée de septembre, on savait qu'il serait prolongé au-delà du 15 novembre. Et là, le gouvernement ne prend même plus toutes ses pincettes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout dans le projet de loi de date de péremption, si j'ose dire. Et donc, on arrive en fait, à mon avis, au terme d'un système. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'aboutissement d'un mécanisme qui va entraîner avec lui l'ensemble de la population française. Et c'est pour ça que je dis que cette pétition, j'en suis l'auteur, mais enfin, les propriétaires de la pétition, c'est évidemment toutes celles et ceux qui l'ont signée aujourd'hui. Et je répète, c'est une pétition de personnes qui sont vaccinées et non vaccinées. Et j'ai beaucoup de gens qui ont reçu leur double dose, leur triple dose, et qui me disent, moi, je me suis vacciné, soit parce que je sentais que j'en avais besoin, soit par conviction, mais je refuse en fait d'entrer dans ce modèle de société particulièrement mortifère, où en fait, pour faire le moindre petit geste de vie sociale, je devrais être à jour d'une dose de vaccin. Vous la défendiez, en tout cas vous la présentiez hier soir sur LCI, cette pétition, Ouais. euh, émission pendant laquelle vous avez été mise en cause, notamment pardon, pour les chiffres que vous avancez, les quelques chiffres que vous avancez dans le corps écrit de cette pétition.
Je pense notamment au rapport de l'ATIH qui mentionnait 2% d'admission à l'hôpital remplis par les non-vaccinés seulement. Vous appuyez aussi sur la transmission, la contamination, la protection qu'apporte le vaccin. Finalement, qu'est-ce que vous auriez envie de leur répondre? Qu'est-ce que, comment dire, comment est-ce que vous avez vécu ce moment en fait où on remet en cause ce que vous avancez en parlant de chiffres, tandis qu'à l'inverse, c'est extrêmement rare que finalement on remette en cause les chiffres avancés, soit par nos différents ministres, différents gouvernants ou porte-parole, ou scientifiques de plateau télé. Finalement, pourquoi est-ce que vous pensez avoir été attaqué sur ce sujet et qu'est-ce que ça vous a fait? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui, oui, j'ai été un peu Alors, longtemps. concernant mon passage sur LCI, ça s'est fait de manière très rapide et je vous le confie, en fait, moi, je ne savais pas que j'allais enfin plutôt être débarqué dans une espèce d'arène. C'est-à-dire qu'on m'avait contacté pour une interview sur la pétition et je me disais très bien, et sauf qu'en fait, c'était presque, j'ai presque été jeté en pâture à des polémistes, enfin polémistes avec des guillemets, puisqu'en fait, ils ne font que répéter le discours qu'on entend à longueur de temps sur les médias mainstream. Donc, bon, une fois que j'ai compris où j'avais mis les pieds, c'est-à-dire seulement au moment où j'ai été à l'antenne, je me suis dit, bon, ça ne va évidemment pas être une discussion, ça va être, la question va plutôt être à quelle sauce vont-ils essayer de me manger. Donc, l'une de ces sauces, c'était l'attaque sur les chiffres. Et en fait, les chiffres, depuis le début, ils sont publics. Sauf qu'ils ne sont pas ils ne sont pas lisibles en fait par le grand public. Si vous allez sur le site de l'adresse, la direction de la recherche scientifique, etc., vous trouvez les chiffres bruts, mais vous ne pouvez pas les interpréter parce que en fait, ils ne sont tout simplement pas mis en forme, pas mis en statistique, etc. Nous, on a fait ce travail de mise en forme et de lisibilité, si vous voulez. Et ce qu'on a vu apparaître depuis plusieurs mois, et on a fait notamment ce travail sur la tranche de juin à novembre, on a vu vraiment une inversion spectaculaire de la courbe entre l'admission des vaccinés à l'hôpital. Donc, on sait maintenant que les personnes vaccinées sont majoritaires dans les admissions à l'hôpital, et pas seulement dans les admissions, y compris dans les décès. Alors, la rengaine pour dire que ces chiffres ne veulent rien dire, en fait, ils veulent toujours dire quelque chose selon la personne, la façon dont elle le voit, c'est de dire « Ah, mais vous comprenez bien que proportionnellement, les non-vaccinés sont surreprésentés. » Mais je me permets une fois de plus, comme je l'ai fait, de vous renvoyer en fait à une lettre que moi j'ai écrite très précisément, une longue lettre qui est lisible sur mon site Alternative-Net, qui s'appelle sur la proportion vaccinée-non vaccinée à l'hôpital, où en fait je démontre que c'est une illusion d'optique et que cette inversion de la courbe, ça n'est que une preuve supplémentaire que le vaccin n'a pas tenu ses promesses. Qu'est-ce qu'on attend d'un vaccin traditionnel, si j'ose dire? C'est d'une, d'empêcher la maladie de circuler, deux, d'empêcher la personne qui est vaccinée d'attraper le virus, et de trois, éventuellement, de développer des formes graves de cette maladie si toutefois elle l'attrape. Sur les deux premiers points, on voit que c'est totalement raté. C'est-à-dire que lors de son allocution il y a quelques jours, Jean Castex a quand même réussi à dire dans un même discours, d'une part, que le vaccin était la meilleure arme de lutte contre le virus, ensuite que la France était l'un des pays les plus vaccinés du monde, et pourtant que la France venait de connaître son record de contamination en une seule journée. Donc en fait, si on se pose et qu'on écoute ce qu'il dit, il y a complètement il y a quelque chose qui cloche en fait.
Et ce qui cloche, c'est justement cette mission originelle des vaccins qui est voilà, de faire barrage à la circulation nerveuse. Donc pour ça, le vaccin a échoué. Ce qu'on vous répond régulièrement, c'est que finalement, en fait, c'est d'être trop extrême dans vos propos et de laisser sous-entendre que le vaccin ne fonctionnerait pas du tout, ne remplirait pas du tout ses promesses, ne servirait à rien. Finalement, l'objection de principe que vous faites dans la pétition se suffirait à elle-même. Vous ne pensez pas? Alors, Est-ce que de quelle vous, objection de principe parlez-vous? sur les libertés fondamentales, sur la Oui, discrimination envers les non-vaccinés, alors est-ce que se ça, perdre dans les on est tout à chiffres? fait d'accord. C'est le principal sujet. C'est que on n'impose pas. C'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et dans la Déclaration internationale des droits de l'homme. On ne peut pas imposer à quiconque un traitement médical. Mhm. Or là, on est dans le cadre d'un traitement médical puisque un produit pharmaceutique qu'on est obligé soit de prendre, soit de se faire injecter régulièrement, ça s'appelle un traitement. Et un traitement, ça s'adresse à un malade, à un patient. Et ça ne s'adresse pas à l'ensemble d'une population saine. Donc, le fait d'imposer à l'ensemble d'une population un traitement médical, c'est quelque chose d'anticonstitutionnel, c'est quelque chose qui contrevient aux règles de l'état de droit qui sont unanimement reconnues dans le monde. Ensuite, moi, j'ai jamais dit que le vaccin était inefficace. Je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais écrit. Je le dis et je répète, il n'est pas assez efficace. Et ce manque d'efficacité, on le voit très concrètement par la nécessité de faire des doses de rappel. Au départ, c'était tous les 6 mois, ensuite ça a été ramené à 5 mois, et maintenant on parle de 3 mois. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ces doses de rappel? Parce que le vaccin n'est pas efficace au-delà de 3 mois. Et en fait, au fur et à mesure que de nouveaux variants apparaissent, cette efficacité dégringole. Pourquoi? Parce que ces vaccins, ils ont été conçus pour lutter contre la souche originelle du SARS-CoV-2. D'accord? Cette souche-là, c'est de l'histoire ancienne, c'est même de la préhistoire à l'échelle du virus. Maintenant, on a Delta qui est en train de se faire supplanter par Omicron, et on sait que Omicron est le variant le plus éloigné de tous, de la souche originelle. Oui. C'est pour ça que l'efficacité baisse. Et ces vaccins, quand ils ont été conçus, ne pouvaient pas. Déjà, c'était une technologie qui était nouvelle en termes de vaccinologie. Et ensuite, ils ne pouvaient pas prévoir les mutations qui apparaîtraient, les recombinaisons virales, etc. Donc, cette efficacité, moi, je ne la dément pas. C'est-à-dire que je pense que si vous êtes vacciné à répétition et que, surtout, vous êtes fragile, cette vaccination peut avoir un intérêt. Mais elle ne peut pas avoir un intérêt pour l'ensemble de la population et que, surtout, on ne doit pas obliger l'ensemble de la population à subir un acte médical qu'il n'a pas choisi, puisque je suis désolé, enfin, les gens ne se sont pas jetés comme un seul homme sur les vaccins. Ce qui a vraiment provoqué le pic de vaccination en France, ça a été l'instauration du pass sanitaire. Donc, ça a été déjà sous la contrainte. J'enchaîne avec du coup la Constitution que vous mentionniez. Mm. Dans la pétition, vous parlez des prérequis, enfin des conditions posées par le Conseil constitutionnel à l'origine du pass sanitaire, et Mm. vous écrivez qu'elles sont toutes obsolètes aujourd'hui, et que donc, à l'instar du Conseil d'État aussi, en fait, les garde-fous qui avaient été mis en place et par l'un et par l'autre sont Mm. aujourd'hui balayés du revers de la main par le Mm. gouvernement. Ouais. Est-ce que vous pensez que ces institutions vont essayer de rattraper les dégâts est-ce que vous pensez qu'elles vont finalement pouvoir servir de garde-fou, ou alors c'est peine perdue et vous en appelez plutôt à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je ne sais pas. Alors, il y avait dans l'approbation par le Conseil constitutionnel du projet de loi sur le pass sanitaire, donc dans la décision du Conseil constitutionnel du 5 août, il y avait effectivement plusieurs points qui étaient marqués noir sur blanc justifiant Mm. cette décision. Ces points, quels étaient-ils? Ces points, c'était nous acceptons, nous décrétons, si vous voulez, constitutionnel le pass sanitaire parce qu'il est limité dans le temps.
Là, on voit déjà que le pass vaccinal ne sera pas limité dans le temps. Il n'y a pas de limite de temps. Nous le jugeons constitutionnel parce que la seule vaccination ne suffit pas, n'est pas l'unique option pour obtenir ce fameux pass sanitaire. Il y a également le fait d'être guéri et le fait d'être testé. Ça disparaît avec le pass vaccinal. C'est-à-dire que l'unique façon d'avoir son pass vaccinal, c'est non seulement d'être vacciné, mais c'est d'être vacciné à jour. Et ça, il faut que les gens l'aient en tête. C'est-à-dire que celles et ceux qui nous regardent, qui ont peut-être 3 doses aujourd'hui, bientôt 4, puisqu'on prend le chemin d'Israël, ça ne va pas s'arrêter là. Dans 3 mois, il faudra très probablement faire une nouvelle dose. D'autant Troisième que point, d'autant que dans ce triptyque guérison, vaccination ou test, on ne mentionne toujours pas les traitements précoces qui non, alors ça c'est encore une pourraient, autre question. Vous avez raison de le mentionner, mais en fait, c'est dans la logique de la politique du tout vaccinal du gouvernement, qui à la fois élimine la prévention, déjà, la prévention naturelle, alors, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre, vitamine D, zinc, etc., et le traitement adapté pour les malades du Covid. Je finis juste sur le Conseil constitutionnel. L'un des derniers points qui permettait au Conseil constitutionnel d'approuver ce pass sanitaire, c'était qu'il n'y aurait pas de contrôle d'identité. Il n'y aurait pas de contrôle d'identité de la que par les part... forces de l'ordre, enfin, tenues par les forces de l'ordre. Exactement, oui. Or là, cette disposition disparaît purement et simplement, puisque dans le projet de loi, vous vous rappelez comment il s'appelle, hein, ce projet de loi? C'est un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Donc, c'est un petit peu la porte ouverte à beaucoup de choses. Et donc, dans ce projet de loi, vous pourrez vous faire contrôler votre identité, en plus de votre statut vaccinal, évidemment, par le tenancier du café où vous vous rendez, par l'ouvreur au cinéma. Enfin, on entre en fait dans une société vraiment de la surveillance des uns par les autres, où chacun sera devenu un petit peu un policier. C'est infernal. Et alors, j'en reviens au pouvoir des institutions. Vous avez choisi de faire votre pétition sur les lignes bougent. Ouais. Pourquoi ce choix? Pourquoi, par exemple, ne pas avoir choisi la voie de l'Assemblée nationale qui propose, en fait, enfin, qui stipule que si une pétition passe par l'Assemblée nationale, recueille plus de 100 000 signatures, les députés sont tenus de l'étudier et de la voter. Euh, Pourquoi est-ce que Alors, vous avez... il y a 3 raisons à cela. Il y en a 2 qui tiennent à l'Assemblée nationale et la troisième à la plateforme que j'ai choisie. Concernant l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de déposer une pétition à l'Assemblée nationale, Personnellement. mais en fait, le processus pour signer est très compliqué. Mhm. C'est donc très décourageant. Donc, enfin, si on veut qu'une pétition circule vite, en fait, il ne faut pas la déposer sur le site de l'Assemblée nationale. C'est la garantie en fait que ça ne traîne pas. L'autre chose, c'est que beaucoup de gens qui ont signé m'ont écrit qu'en fait, ils ne voulaient pas que la pétition que j'ai lancée sur les lignes rouges soit transmise à l'Assemblée nationale, enfin avec leurs adresses. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de se faire ficher. Or, effectivement, quand vous signez avec l'Assemblée nationale, vous êtes obligé de rentrer des informations qui, en fait, littéralement, vous fichent. Donc, Oui, parce qu'on est en obligé fait, de les gens passer, qui sont... on est obligé de passer Oui, soit par l'assurance maladie, soit par impôt.gouv.fr, c'est ça? oui, c'est C'est ça, exactement. permet de donner les Donc informations. là, tout de suite, vous serez catalogué comme opposé à tel projet de loi ou que sais-je encore. Donc ça concerne l'Assemblée nationale. L'autre chose, c'est que en fait, les lignes bougent permettent ensuite d'écrire aux gens qui ont signé. C'est-à-dire que en général, quand vous signez une pétition, vous avez quand même envie de savoir ce qu'elle va devenir. Mhm. Vous avez envie de savoir s'il y a d'autres gens qui vont la lire, s'il y a d'autres gens qui la signent, et surtout si elle va porter ses fruits.
Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les lignes bouges, et je les remercie, c'est-à-dire qu'on peut écrire en fait aux personnes qui ont manifesté leur adhésion à la cause qu'on défend, pour leur dire, eh ben, écoutez, nous avons atteint tant de signatures, et voici ce que nous allons faire maintenant. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait, puisque je leur ai envoyé en fait une sorte de tuto pour écrire à leurs députés. C'est-à-dire qu'à la fin de la pétition, il y a un texte qui s'adresse aux élus, donc à la fois aux élus de l'Assemblée nationale, aux députés et aux sénateurs. Donc c'est un texte qu'ils peuvent copier-coller, qu'ils peuvent adapter et adresser en leur nom à leurs députés ou à leurs sénateurs. Et en fait, je donne toute la procédure, c'est très très simple, c'est prénom.nom, @Assemblée nationale, etc. Voilà. N'avez-vous pas peur que, en fait, il n'y ait que ce passage-là qui puisse porter ses fruits? J'entends le passage à l'Assemblée nationale, et que, en fait, on mette volontairement des complications pour qu'en fait, ça ne porte pas ses fruits. Est-ce que ça représente un obstacle à la démocratie? Est-ce que vous pensez que, par exemple, ce serait un sujet à saisir pour la CNIL, par exemple, qui est censée réguler les atteintes aux libertés, aux données personnelles des Français, et qui a d'ailleurs demandé récemment pour la 4e fois des preuves de l'efficacité du pass sanitaire. Est-ce que c'est un obstacle à la démocratie, ou est-ce que vous pensez que c'est fair play, entre guillemets, c'est le jeu, et vous voyez une autre porte de sortie avec les lignes bougent? Alors, une pétition par elle-même ne peut pas changer les choses. Ce qui peut changer les choses, ce sont les gens qui signent la pétition. Ce sont les gens qui se reconnaissent en fait dans le discours porté par la pétition et qui décident de le parapher en disant je suis d'accord. Et donc, c'est le volume de signataires qui compte. Donc là, vous l'avez dit, on est déjà à plus de 800 000. Je pense on atteindra le million de signatures avant la fin de la semaine. La vraie question, c'est est-ce que l'Assemblée nationale, est-ce que le gouvernement peut balayer comme ça, d'un revers de la main, effectivement, un texte qui a été approuvé par 1 million de citoyens. Et 1 million de citoyens, je pense que ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que il y a énormément de gens qui ont peur de ce fichage, même avec les lignes bougent. Il y a des gens qui, par principe, estiment que les pétitions ne fonctionnent pas. Donc, en fait, il y a quand même, en réalité, un énorme réservoir de gens en colère. Et nous portons leur parole. Moi, je porte leur parole là auprès de vous, mais tous les signataires portent cette parole collective. Il ne s'agit pas de 50 campins qui s'excitent tout à coup sur un projet de loi. On parle bientôt d'1 million de personnes. Ça n'est pas rien. Donc, si on est dans une démocratie qui fonctionne, c'est un événement, en fait, cette pétition. C'est un événement que le gouvernement ne peut pas ne pas voir. S'il ne le voit pas, en fait, il fait malheureusement la preuve qu'il est engagé dans une démarche aujourd'hui quasi totalitaire, où il n'est plus à l'écoute du peuple, où il n'est plus à l'écoute du bon sens, parce que le fait de respecter le consentement médical, ça n'est pas seulement la loi, c'est le bon sens. On n'administre pas de force un traitement médical à quelqu'un, quel qu'il soit, sans son consentement éclairé. Donc il faut que le gouvernement ouvre les yeux. Moi, je ne suis pas du tout dans une logique de confrontation, en fait, avec cette pétition. Je suis dans une logique d'alerte. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe parce que les choses vont changer si ce projet de loi passe. Et nous avons encore aujourd'hui, et vraiment aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que le texte est examiné en première lecture à l'Assemblée nationale, nous avons une chance en fait de changer les choses de façon légale, pacifique, démocratique, mais il faut que effectivement cet effort démocratique soit reçu de la part du pouvoir.
Et s'il ne le reçoit pas, s'il ne le prend même pas en compte, là, effectivement, nous avons un problème. Donc vous espérez encore sincèrement un sursaut parlementaire qui permette au gouvernement de changer de cap. Alors, ce sursaut parlementaire, moi, je pense qu'il peut se produire. Je ne sais pas, en toute franchise, je ne sais pas s'il se produira à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il a plus de chances de se produire au Sénat. Mais finalement, c'est Pourquoi? l'Assemblée qui a le dernier mot. Oui, alors voilà. Mais déjà, si une chambre entière n'est pas d'accord, ça veut dire quelque chose, hein, d'un point de vue démocratique C'est déjà dans un arrivé pays. plusieurs fois pour le pass sanitaire. Alors, oui, tout à fait. Mais je termine. En fait, moi, j'ai déjà vu des annonces de plusieurs sénateurs qui ont déclaré qu'ils ne signeraient pas ce texte de loi, enfin qu'ils ne le voteraient pas. Ensuite, il y a, concernant l'Assemblée nationale, qui a le dernier mot, vous avez raison, un autre problème. C'est que là, nous parlons, on est entre Noël et le jour de l'an. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait passer un texte aussi périlleux, aussi déterminant pour notre avenir entre Noël et le jour de l'an? Omicron à bon dos, hein. Omicron, c'est pas ça qui crée l'afflux de malades dans les hôpitaux actuellement. Il y a un cas positif, un nombre de cas positifs record, mais ce nombre de cas positifs ne va pas se retrouver aux urgences parce que Omicron, et on en a la démonstration chaque jour, est un variant peu dangereux, très contagieux, mais peu dangereux. Donc, qu'est-ce qui justifie d'autre le passage de ce texte entre Noël et le jour de l'an, sinon le fait de vouloir faire passer ce projet de loi en catimini, comme d'ailleurs le gouvernement l'avait fait pour le premier projet de loi du pass sanitaire, qui était passé en pleine vacances d'été, Pendant en l'été. pleine grande vacances. Donc on risque d'avoir des débats rachitiques, parce que l'hémicycle, qui n'est quand même pas très souvent plein, risque de l'être encore moins. Et c'est comme ça, en fait, qu'une loi qui n'a rien de démocratique peut passer, j'ai envie de dire, les doigts dans le nez, parce qu'en fait, il n'y a plus personne pour défendre la Constitution, il y a plus personne pour défendre la voix des citoyens. Et avec cette pétition, nous faisons ce travail. Et moi, enfin, à titre personnel, ça ne me fait pas marrer hein, de travailler entre Noël et le jour de l'an. Je suis avec mes enfants, j'aimerais bien profiter de mes vacances avec ma famille, mais le moment est critique. C'est maintenant. Il faut se réveiller. J'ai un ami très cher hier qui m'a regardé sur LCI et qui m'a écrit: on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Je pense que aujourd'hui, en haut du pouvoir, il y a beaucoup de gens qui font semblant de dormir, y compris dans les médias. Mais je crois et j'espère que la majorité de la population, elle, est véritablement encore endormie et ne voit pas, en fait, le doigt dans lequel, l'engrenage dans lequel ils sont en train de mettre le doigt. Et c'est pour ça que cette pétition existe et c'est pour ça qu'elle est en train d'être signée par bientôt 1 million de personnes. C'est pour réveiller les gens, c'est pour réveiller le gouvernement et lui dire: oh, 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 non, 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 ça vous ne pouvez pas faire ça. C'est antidémocratique, c'est liberticide, et c'est surtout une démarche totalitaire. On rentre dans un modèle de société où, en fait, non seulement le secret médical aura disparu, parce que je suis désolé, enfin, le fait qu'on soit vacciné ou non, ça fait partie du secret médical, mais en plus conditionnera l'ensemble de notre vie sociale. Le fait de rentrer dans un restaurant, le fait de prendre un train, le fait bientôt de travailler. Alors, je sais que ça a été retiré du projet de loi initial, mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie de la politique d'échelon. Donc, voilà où nous en sommes. Et c'est la raison pour laquelle on se parle actuellement, parce que cette pétition vous défend. L'appel est lancé. Je pense qu'il a déjà largement été entendu et en tout cas, on espère qu'il le sera encore plus dans les prochains jours. Comme vous l'avez dit, je pense que la pétition aura dépassé le million de signatures d'ici 2 à 3 jours si elle continue à suivre son rythme actuel. Nous Ouais, espérons actuellement, aussi, on est à peu près entre 8 et 10 000 signatures par heure. on espère que le rythme sera tenu. On espère aussi que les élus en prendront connaissance parce que c'est tout de même à eux qu'elle s'adresse. Monsieur Baquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous pour votre invitation. Je vous en prie. On continuera à suivre l'évolution de cette pétition de près. Évidemment, nos téléspectateurs pourront la retrouver dans le corps de l'article, des 2 articles que nous avons fait sur le sujet. Je rappelle que effectivement, les débats, en tout cas l'étude du texte du projet de loi, a commencé ce jour à 14h30, donc ils doivent être en train d'en discuter à l'heure où nous nous parlons, en commission. Et l'application, le passage au Sénat devrait se faire pour le 5 janvier pour une application théorique pour l'instant, mi-janvier. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci, Je vous en chers prie. Merci à vous. téléspectateurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez commenter, partager, réagir sur les réseaux sociaux et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir. Au revoir.